première note de ce programme, des mots de gratitude et de remerciement pour votre fidélité et surtout votre adhésion pour cette intrusion chez vous. Nous l'espérons douce et beaucoup d'entrain. Avec beaucoup d'entrain en tout cas, nous sommes encore là ce matin, en ce mercredi 2 juin où nous entamons le mois de juin avec beaucoup de joie. Nous espérons pouvoir vous offrir un programme des plus alléchants qui aura plusieurs points intéressants à partager avec vous. Ça partira bien sûr de l'information avec Régis Kofi. On va aussi également passer en revue les données météorologiques. On aura un invité actu dans cette émission pour nous parler bien sûr des produits bio. C'est très important en ces périodes où nous avons tendance à prendre beaucoup de plus soin de notre santé. On aura avec Madame Samar les différentes utilisations de la camomille. Qu'est-ce que cela peut nous apporter pour notre santé? Après quoi, vous saurez la capsule Influent aujourd'hui qui va faire un focus sur une figure, on va dire, patronyme de notre mode ici en Côte d'Ivoire, du grand styliste Patéo qui a célébré, on se rappelle, c'était le week-end dernier même, le clou de ses 50 ans de festivités, de carrière. Et ce ne sera pas tout, on aura encore d'autres invités, ce sera les surprises, il faut juste rester en notre compagnie. Maintenant, c'est la couleur du temps, comme celle que nous vous partageons ici. Mesdames et messieurs, bonjour. Durant la matinée, le nord, l'ouest et le centre du pays seront marqués par des éclaircies et des passages nuageux parfois denses avec possibilité de pluie. Dans le sud forestier, l'est et sur le littoral, le début de matinée sera généralement nuageux, puis progressivement le soleil s'imposera. Les températures pour la matinée afficheront 24 degrés à Abengourou, 25 à Abidjan, 24 à Adiaké, 22 degrés à Bondoukou, 23 à Bouaké, 24 à Bouna, 23 degrés à Boundiali, 24 à Dalouaï et à Dimbokro, 23 degrés à Gagnoa et à Guiglo, 22 degrés à Korogo, à Mont et à Odigné, 24 degrés à San Pedro et Sassandra, 25 pour la ville de Soubré, 23 degrés à Tabou, 24 à Tiasalé, 23 à Touba et 24 à Yamsokro. Des masses nuageuses parfois denses avec possibilité d'orages isolés se formeront dans le sud forestier sur le littoral. En fin d'après-midi, on pourra observer dans ces régions quelques pluies relativement faibles ou modérées. Au nord, à l'ouest et au centre, on aura des orages isolés, des averses de pluie en fin d'après-midi. Ailleurs, le temps sera partiellement nuageux et ensoleillé. Le mercure pour l'après-midi affichera 33 degrés à Abengourou, 32 à Abidjan et à Adiaké, 34 à Bondoukou, 35 à Bouaké, à Bouna et à Boundiali, 34 à Daloua, 35 degrés dans le Nzi, 34 degrés dans la région du Go, 35 degrés à Guiglo et à Korogo, 34 degrés à Mont et à Odiéné, 32 degrés à San Pedro, 31 à Sassandra, 33 degrés à Soubré, 31 à Tabou, 33 à Tiasalé et enfin 34 degrés à Touba et Yamsokro. Merci pour votre aimable attention, nous vous souhaitons une agréable journée. Bien le bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre dans cette matinale. La Banque d'investissement public, la Banque publique d'investissement BPI France et la Côte d'Ivoire signent un protocole d'accord. Il vise l'amélioration du système d'appui au développement des PME ivoiriennes. C'est en présence du Premier ministre Patrick Kachi qui a salué l'accompagnement de la France. Le point de Lanciné Bakayoko. Signature puis échange de paraffeurs entre le ministre de l'économie et des finances de Côte d'Ivoire, Adama Coulibaly, et le directeur général de la Banque publique d'investissement de l'État français BPI France, Nicolas Dufourcq.
Le protocole d'accord signé par les deux personnalités engage la partie française à accompagner le gouvernement ivoirien à réfléchir à la création d'une banque publique au profit des entrepreneurs ivoiriens, notamment les PME. Le principe, c'est qu'il faut un guichet unique pour les entrepreneurs, où on leur offre tout ce qu'ils cherchent, y compris simplement de dialoguer sur leur plan d'affaires, leurs ambitions, etc. Donc la garantie, le financement de l'innovation, le financement de l'international et de l'export, le financement du développement, les fonds propres, et, fondamental, le conseil. C'est une solution adaptée au développement de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire qui pourrait profiter à environ 95% de la jeunesse ivoirienne. Aujourd'hui, c'est de me féliciter de ce que nous puissions signer ce protocole d'accord qui va voir donc la France, à travers donc BPI France, nous apporter l'assistance et le conseil en vue de voir dans quelle mesure notre système d'appui aux très petites entreprises et aux moyennes entreprises va s'améliorer, va nous permettre d'optimiser les résultats de ces entreprises-là, d'autant que la Côte d'Ivoire et la France ont la même vision en ce qui concerne la relance de l'économie, qui est le développement du secteur privé et l'appui de l'État au développement du plus grand nombre d'entreprises, qui sont sources de création d'emplois et bien sûr de richesses. Créé en 2012, BPI France est un organisme de financement et de développement des entreprises françaises à l'étranger. Elle est en particulier chargée de soutenir les petites et moyennes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire et les entreprises innovantes à s'implanter ou à trouver des marchés à l'extérieur de la France. Autre volet de l'actualité, le directeur général adjoint de la compagnie ivoirienne d'électricité CIE note une gestion globalement maîtrisée du rationnement de l'électricité pendant les 3 dernières semaines de mai dans certaines communes d'Abidjan et de l'intérieur du pays. À en croire Mathias Kouassi qui s'exprimait au cours d'un point presse, aucun incident particulier n'a été enregistré durant les semaines du 10 au 16 mai et du 24 au 31 mai. Les créneaux horaires ont été réduit dans plusieurs cas, s'est-il félicité. Pour rappel, le programme de rationnement porte sur 2 tranches horaires qui s'alternent par zone, de 6h à 12h ou de 12h à 18h. Les week-ends et jours fériés ne sont pas concernés. L'initiative Balater destinée à réconcilier les acteurs du football ivoirien a été lancée hier à Abidjan en présence des potentiels candidats à la présidence de la Fédération ivoirienne de football FIF. À l'occasion donc de ce lancement, Idriss Diallo, Didier Drogba et Sori Diabaté se sont engagés à mettre Balater afin d'aller sereinement à l'élection du président de la FIF pour laquelle ils étaient tous candidats jusqu'à la mise sous normalisation de l'instance fédérale par la Fédération internationale de football, association FIFA. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. On se retrouve à 7h pour un nouveau développement de l'actualité. Très exactement. Et on va poursuivre sur votre dernière information et rester toujours dans le giron du sport. Cette fois-ci en mettant à l'honneur nos tout petits aujourd'hui, mercredi, dans le fitness jeunesse en compagnie du coach Diabaté. Avec le coach Diabaté, c'est toujours une ambiance débonnaire en compagnie de ses bouts de chou pour aussi emmener les tout petits à s'adonner au sport avec des jeux. C'est ludique et on apprend et on fait du sport, on reste en santé parce que c'est à tous les âges qu'il faut en tout cas pratiquer des exercices pour se maintenir en forme. Nous sommes le 2 juin, on vous l'a dit au début de cette émission et donc quelques informations pour aujourd'hui avec le nom à célébrer au calendrier, notamment Blandine. On va dire joyeuse fête à toutes les prénommées Blandine. Je ne sais pas s'il existe des hommes qui s'appelleraient Blandine, mais en tout cas, c'est le prénom aujourd'hui qu'on a sélectionné pour vous souhaiter en tout cas cette belle journée-là. Et puis d'autres prénoms inspirés de pays frères, amis que l'on vous partage ici. Aujourd'hui, pour la fille, ce sera à Louvouma. Ça veut dire, voilà, tout simplement, c'est Louvouma. Ça nous vient de la République démocratique du Congo, le Congo Kinshasa, donc. Et pour les garçons, c'est Kité Mona. Voilà, on a ici la belle carte qui représente le Congo démocratique. Pour le proverbe à partager avec vous, c'est ceci. Là où il y a entente, ne verse pas du poivre dans l'œil de ton voisin. Dis donc,
Quand il n'y a pas d'entente, c'est sûr qu'il y aura du piment partout. Allez, nous, on va rester en bonne entente ici avec tous nos invités. Ce sera sans transition qu'on recevra Madame Samar Gourayeb. Elle est spécialiste de produits bio. Aujourd'hui, on parle avec elle des différentes utilisations de la camomille. Bonjour Madame. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Matin Bonheur. Vous nous apportez de bonnes nouvelles au travers des camomilles. Déjà, savoir c'est quoi une camomille? La camomille, c'est une plante à fleurs qui a beaucoup de vertus et c'est la plus vendue dans le monde. Très bien. Donc, c'est une infusion ou un ensemble de plantes ou c'est une seule plante? La camomille existe en le camomille romain. On l'utilise dans l'infusion, D'accord. dans le côté médecine et bien-être. D'accord. Là, vous nous donnez les différents types de camomille. On en a sous plusieurs formes, c'est ça? Ou Oui. c'est que en liquide à boire? Non. On peut l'utiliser comme l'huile essentielle, D'accord. infusion. OK. Côté médecine aussi, elle est bien pour le stress, OK. antibactérienne. Et aussi pour les gens qui souffrent de problèmes d'acné. Et surtout pour les bébés aussi. D'accord. Et Oui. on va décrypter les différents types spécifiques à chaque cas et à quoi ça peut servir généralement une camomille. On utilise la camomille pourquoi généralement? La camomille, en général, on l'utilise pour soigner la peau, des cicatrices. D'accord. Et pour les gens qui souffrent de problèmes digestifs aussi. Et pour le stress, si on souffre de troublements de sommeil. Les insomniaques Oui, et tout. le fait qu'on prend un sachet d'infusion et on le boit avant de dormir. Et pour les gens qui souffrent de problèmes digestifs, on peut le trouver dans les pharmacies en gélule. On peut prendre un comprimé avant le repas ou bien après le repas. D'accord. Et ce sont des produits généralement qu'on vend dans le système médical conventionnel où on peut trouver des camomilles partout et sans prescription médicale en tant que telle. Non, tu peux le trouver dans les supermarchés en infusion et fleurs séchées et dans les pharmacies en gélule et dans les boutiques bio en gommage, l'huile essentielle, crème pour le corps. Et quand on a un bobo, par exemple, comment on s'oriente vers un produit de camomille en particulier? Il faut se faire aider ou simplement lire la notice et puis utiliser le produit? Oui, on lit la notice comme si on a un petit bobo ou bien des cicatrices. On peut acheter infusion de camomille. On les met dans de l'eau chaude et avec un coton, on applique sur la peau. D'accord, ça a des vertus cicatrisantes, Très apaisantes. bien, oui. Et justement, on va rester sur les vertus qu'apportent les camomilles selon les différents types. Quand on a un problème, par exemple, cutané, de peau, ça peut être quoi? Des acnés, des brûlures, de quel type? Acné, brûlure, piqûre de moustique. Et on peut l'utiliser aussi pour le bébé, quand il a des ballonnements, on masse le bébé avec l'huile essentielle. Ouais, c'est comme ça. Et l'association avec les différents médicaments, il n'y a pas de problème à cela? Non, il n'y a pas de Si problème. on a- Sauf, il est déconseillé pour les femmes enceintes. D'accord. Oui. C'est seulement la prescription, c'est les femmes enceintes qui ne... Mais pourquoi les femmes enceintes ne prennent pas? Parce que bon, les femmes enceintes aussi, elles ont quelques petits bobos d'insomnie, Oui. pour bien se placer, ce genre de choses. Il est déconseillé le début de 3 mois de grossesse, parce que quand on prend de l'infusion, ça aide à, comment on dit, À drainer le sang. drainer le sang. D'accord. Oui. Donc ça peut être dangereux pour le Oui. fœtus qui en... Très bien. Le début de 3 mois, Ouais. ça, il ne faut pas boire de tisane à la camomille. Mais pour masser les pieds avec l'huile essentielle ou bien une crème à base de camomille, il n'y a pas de problème. D'accord. Oui. Nous, ici sur le terrain, généralement, on a plusieurs décoctions ici en Afrique, et surtout en Côte d'Ivoire et partout même dans plusieurs natures. Donc, est-ce qu'on ne peut pas créer soi-même sa camomille à partir des plantes qu'on trouve? Ou il faut... Non, il faut seulement la plante camomille, la vraie camomille. D'accord. Donc, c'est une seule plante. C'est une seule plante qui a toutes ces vertus-là. Oui, c'est la plus vendue du monde. D'accord. Et sa préparation,
on l'a en Infusion, gélule, crème, gommage, l'huile essentielle. Et c'est quoi, généralement, vous qui travaillez avec cette plante, c'est quoi qui est le plus utilisé ici et pour quelles difficultés? Je l'utilise plutôt pour les gens qui ont beaucoup de stress et pour les problèmes acné. Et dans les cosmétiques, je lui donne aussi pour les cheveux. Et comment ça s'utilise? Pour les cheveux, on prend le thé infusion camomille, on le met dans de l'eau chaude et quand c'est froid, on le met sur les cheveux. Ça donne un bon éclat pour les blondes aussi. Oui, d'accord. Bon, là, on voit bien que vous avez une belle chevelure. Mais moi, c'est sûr que peut-être j'ai une chevelure typique, voilà, de ma région. C'est fait pour tout type de cheveux. Oui, et même l'huile essentielle, il est très bien parce qu'il est utilisé dans le shampoing et le démêlant. D'accord, d'accord. Mais c'est une seule plante qui a toutes ces vertus-là. Oui. Est-ce que, par exemple, si je prends la camomille pour me régler les problèmes de cheveux, ça ne va pas insidieusement me régler les problèmes de sommeil? Si. Le fait que ça touche à tout. Oui, ça touche à tout. Même le fait que tu sens que tu es fatigué, tu prends un peu de l'huile essentielle, tu mets là et là et là. D'accord. Pourquoi ces endroits précisément? Vous avez indiqué ici. Oui, parce que là, En poignet. le poignet, et là, parce que tout le stress, c'est où? C'est là. Et ça tape sur les mains. Oui. D'accord, d'accord. Et on utilise généralement aussi ces huiles-là pour des massages, c'est indiqué? Oui. Parce que moi, je masse les enfants avec ça. Ah, et c'est des enfants de quel âge, à quel âge? De 1 an et demi jusqu'à 3 ans. Et pour le bébé, c'est la même chose. Il y a le baby oil, mais mélangé avec de l'huile essentielle camomille. Et quel genre d'huile essentielle on a l'habitude de faire comme mélange pour pouvoir avoir quel effet pour le bébé? L'huile essentielle, moi, chez nous, on le fait dans le laboratoire. D'accord, c'est des préparations spéciales. Eh bien, c'est le médecin qui le fait parce qu'on a un laboratoire. D'accord, vous avez parlé de médecin. Ça veut dire que n'importe qui ne peut pas manipuler ou Non. créer des huiles à partir de camomille? Non, Il faut forcément un médecin. Il faut quelqu'un qui est bien dans le bio. Et c'est un médecin de quel type? Généralement un dermatologue? C'est les dermatologues ou c'est qui? Non. Comme le médecin avec qui je travaille, lui, il est dans le bio seulement. Il fait tout ce qui est bio pour tout type de peau. Donc, c'est la cosmétique? Oui. D'accord. Il peut être pharmacien, c'est ça? Des pharmaciens, cosmétologues? Oui. D'accord, d'accord. Et généralement, ici en Côte d'Ivoire, où on peut trouver une bonne qualité de camomille pour tous nos téléspectateurs? En Côte d'Ivoire, on ne peut pas trouver des camomilles fraîches. On peut le trouver en fleurs séchées et dans l'infusion. Et sinon, comme je te dis, dans les pharmacies, en gélule. Et dans les boutiques bio, on peut le trouver en huile essentielle, crème, gommage et même en gel douche. D'accord. Et généralement, c'est dans quel pays qu'on a la camomille pure, brute, généralement dans le monde? Elle existe dans plusieurs pays. Afrique du Nord, France, Italie. Oui. Mais ce n'est pas des plantes qu'on peut exporter, qui peuvent pousser partout. Il faut des zones bien spécifiques. Non, il y a des pays, ça ne pousse pas. Parce qu'il faut des pays où il fait frais et il fait... Et son efficacité quand le produit ou sinon la plante qu'on voit ici derrière est transformée, est-ce que c'est la même efficacité que quand elle est toute fraîche comme ça et à utilisation directe? Oui. C'est pareil? Oui, c'est la même efficacité. D'accord. Et donc la prescription, tout le monde, du bébé jusqu'à l'adulte, hormis les femmes enceintes, tout le monde peut utiliser? Tout le monde peut utiliser la camomille. D'accord. Et pour les yeux, parce que des fois, on a tendance aussi... parce qu'elle est antibactérie et inflammatoire. Pour les yeux, on peut prendre de infusion si on ne trouve pas la fleur. On le met dans de l'eau chaude. Et même si tu ne veux pas mettre des cotons, le sachet même, tu peux le mettre sur les yeux. Et ça sert à détacher? C'est anti-cerne et en même temps anti-inflammatoire.
En tout cas, on a plusieurs vertus comme ça à retrouver dans l'utilisation de la camomille. Oui. Et on en trouve ici en Côte d'Ivoire avec des boutiques, des pharmacies spécialisées. Donc on ne va pas s'en priver. Merci en tout cas, Madame Samar, pour toutes ces belles informations à partager avec nous sur la camomille. Merci. Merci beaucoup. Et puis, bonne journée. À vous aussi. Allez, on part maintenant pour la revue de presse avant de recevoir l'autre RK, c'est Régis Kofi. Bonjour Renaud. Bonjour Alix. Bonjour. On démarre, merci. On démarre donc avec cette première information. Rationnement de l'électricité, la CIE annonce de bonnes nouvelles. Oui, aucun incident particulier n'a été noté au cours de la dernière semaine du mois de mai dans l'opération de rationnement mise en place par la compagnie ivoirienne d'électricité. L'information a été donnée hier lors d'un point de presse par le directeur général adjoint de la CIE en charge du pôle distribution et commercialisation, 3 semaines après le démarrage de cette opération dont l'objectif est de juguler la crise énergétique que connaît notre pays. M. Mathias Kouassi a révélé, selon l'expression, que la fin de cette situation était pour bientôt. Et le ballon était à terre, en sport football bien sûr. Les candidats à la présidence de la Fédération ivoirienne de football s'engagent pour des élections apaisées. Oui, c'est à l'occasion du lancement hier du concept Balle à terre pour un football qui gagne, initié par la journaliste Anne-Marie Nguessan de la RTI, qu'Idriss Diallo, Sorik Diabaté et Didier Drogba ont exprimé cette volonté afin de ramener le calme et la cohésion au sein de la famille du football ivoirien qui a été, il faut le dire, lourdement secoué par la campagne de l'élection à la tête de la Fédération ivoirienne de football. À noter que l'élection du président de la fêtière du football national, qui avait été suspendue par le comité de normalisation de la FIF, est prévue au mois de novembre 2021. Et une interrogation, Laurent Gbagbo, ancien président, rentrera-t-il vraiment en Côte d'Ivoire le 17 juin? Oui, c'est la question que pose à sa une le Patriote, selon lequel certains faits récents montrent clairement que ce retour annoncé risque de ne pas se concrétiser. À en croire le confrère, l'annonce de cette nouvelle est plutôt un coup de bluff de ses proches pour continuer à entretenir la flamme militante de ses partisans qui commencent à s'impatienter. Pour le nouveau réveil, un accueil populaire s'impose pour le retour en Côte d'Ivoire de l'ancien président. Oui, pour le confrère, le retour au pays de l'ex-chef d'État est un événement majeur dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. À ce titre, il indique que le débat autour du format de l'accueil de l'ex-chef d'État ne devrait pas exister. À en croire le nouveau réveil, ce retour au pays de Gbagbo doit être fédérateur car il peut contribuer significativement au retour de la cohésion nationale que l'ensemble des populations vivant en Côte d'Ivoire appellent de tous leurs vœux. Et nous dit-on, le premier concerné ne veut pas d'accueil populaire pour son retour au pays. Oui, c'est ce que révèle Le Matin qui en donne les raisons et qui indique que c'est pour cela que c'est cela qui justifie plutôt le fait que le ministre Léon Emmanuel Monnet, président du comité d'accueil, président du comité d'organisation du retour de l'ex-chef d'État, a fait signer récemment un communiqué mettant fin aux tournées de mobilisation dans les bases du Front populaire ivoirien afin de réserver un accueil chaleureux à Laurent Gbagbo. Plus de précisions dans Le Matin. Et on part à l'international où Mme Fatou Bensouda quitte son poste de procureur de la CPI ce mois même. Oui, la juge gambienne va être remplacée à son poste par l'avocat britannique Karim Khan et l'Inter propose dans son numéro de ce jour de découvrir le nouveau procureur de la Cour pénale internationale. L'Inter revient sur le parcours de l'homme en soulignant qu'il doit son élection au continent africain. Et voilà qui referme cette revue de presse campée brillamment par vos soins. On se reverra demain. Merci, à demain. Derrière, ce sera encore plein d'informations à vous partager. À tout de suite. C'est le retour de l'information. Merci d'être avec nous. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Le président du Conseil national de transition du Mali, le colonel Malik Diao, a effectué hier une brève visite en Guinée-Bissau. Il était porteur d'un message du chef de la junte Assimi Goïta au président guinéen Umaro Sissoko Embalo. C'est la première étape d'une mission de la junte au pouvoir dont l'objectif est de chercher un soutien et partager avec les chefs d'État de la sous-région la situation de crise que traverse le Mali. Sur les recommandations d'experts, le Pérou a réévalué le nombre de décès liés au Covid-19 sur son territoire. Un chiffre qui passe de 69 000 à 180 000.
faisant du Pérou le pays avec le plus grand nombre de décès par habitant, selon le classement établi par l'AFP sur la base de chiffres officiels. De fortes pluies se sont abattues en Nouvelle-Zélande, occasionnant des dégâts. Des fleuves sont sortis de leur lit. Plusieurs villes ont été inondées. Des centaines de personnes ont été évacuées. La première ministre de Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern, évoque des dégâts considérables. L'état d'urgence est déclaré dans la région de Canterbury. En Bretagne, une pouponnière bichonne des millions de punaises, de micro-guêpes et de bourdons. Objectif, protéger naturellement les cultures contre les mouches blanches ou les pucerons. La coopérative agricole bretonne Saveol bichonne les petits insectes qui remplacent les pesticides pour lutter contre les ravageurs. Quelques 10 millions de petites punaises et 130 millions de micro-guêpes sont produites annuellement par la coopérative leader de la tomate en France. De moins en moins d'enfants et de plus en plus de personnes âgées. La Chine a décidé de supprimer la limite de 2 enfants par couple avec l'espoir de faire repartir la natalité dans le pays le plus peuplé du monde. 3 semaines après les résultats de son dernier recensement décennal qui a révélé un fort ralentissement de la croissance de sa population, Pékin s'est donc résolu à libéraliser sa politique familiale, mais tout en maintenant une limite, pas plus de 3 enfants par couple. Sport tennis, Naomi Osaka dit stop face à la crise née de sa décision de ne pas donner de conférence de presse à Roland-Garros et aux menaces formulées par les 4 tournois de Grand Chelem. La numéro 2 mondiale a annoncé son retrait du tournoi lundi soir, invoquant l'anxiété et la dépression. C'est par un long message posté sur son compte Twitter que la japonaise de 23 ans a expliqué son choix. Réaction. Pour le tableau même, c'était la tête de série 2, donc ouais, c'était vraiment une des joueuses qui allait potentiellement pouvoir gagner le tournoi, donc ouais. C'est dommage, mais bon, après c'est son choix et on le respecte parce que on sait que c'est une bonne chose et qu'elle reviendra et qu'elle jouera bien. Donc, Moi je suis plutôt d'accord avec Naomi Osaka. Je trouve ça même dingue qu'elle reçoive une amende. C'est pas son métier, elle est un peu considérée comme un bout de viande du coup, genre elle est là pour jouer au tennis et pas pour faire des interviews. Ça fait partie de leur job aussi de se présenter à la presse, de donner leurs impressions sur le tennis. Donc être tennisman de haut niveau, c'est un métier, donc ça fait partie du job, quoi. Voilà. On termine avec du foot en bref. La Copa América se tiendra finalement au Brésil après les désistements de la Colombie puis de l'Argentine pour raisons sanitaires et le flou entourant le bon vouloir du Brésil. Eh bien, le coup d'envoi de la compétition pourra être donné le 13 juin prochain après la confirmation hier du gouvernement. Merci de votre attention. C'est la fin de ce point de l'actualité. Matin Bonheur se poursuit bien sûr avec Alix. Merci infiniment, Régis Kofi. Bonjour coach Jean Blé. Bonjour Alice, comment tu vas? Ça va bien, heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle donc de comment gérer le stress en période d'examen. On sait tous, on est passé par là. Le mois de juin, quand ça arrive avec un peu de pluie, ce sont les signes annonciateurs des examens, mais aussi cela vient avec un flot de beaucoup de sentiments, notamment le stress du fait de plusieurs facteurs. Généralement, comment on va définir d'abord le stress en milieu éducatif et ses différentes incidences sur les élèves selon plusieurs profils? Alors, le stress, on peut simplement dire que c'est naturel parce que c'est un stimuli. Donc, c'est le stress qui nous permet d'accélérer, de ralentir, etc. Je vois un peu quand tu traverses la route et qu'il y a un véhicule qui vient, lorsqu'il klaxonne, c'est le stress, le flot là qui monte, qui te permet d'accélérer et de courir, traverser. Mais il y a des niveaux, en fait. Donc, il y a le niveau 1, le niveau 2, qui est le basique pour tout le monde, et c'est d'ailleurs apprécié. Mais le problème, c'est que pour la mémoire, pour l'apprentissage, lorsqu'on arrive au niveau 4, 5, 6, 7, ça devient un danger. Donc, je ne sais pas si c'est arrivé à l'école, on dit interrogation. Ah ben, à tout et puis tu dis, ah là, je suis foutu. Oui. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on donne l'interrogation, tu sens que l'interrogation n'est pas compliquée. Mais malheureusement, tu as tout oublié. Oui, c'est Et c'est dans la correction que tu te rappelles.
Tu dis, mais ça, j'avais étudié, mais pourquoi j'ai oublié? Effectivement, le stress arrivé au niveau 5, il a effacé les informations dans la mémoire. Donc, on pourrait dire que le stress est la gomme de la mémoire lorsqu'elle a un certain niveau assez élevé. Et c'est ce stress-là qu'on ne souhaiterait vraiment pas que nos petits frères et petites sœurs encore élèves puissent manifester à l'orée de ces examens-là. Comment déjà ils peuvent définir le stress ou les attitudes qu'ils vivent pour pouvoir effectivement édulcorer cette pression? Alors, il faut d'ailleurs reconnaître que dans le cas des préparations d'examen, c'est d'abord la peur. La peur d'échouer, la peur de ne pas finir les révisions à temps et la peur d'être soumis à un sujet que peut-être on n'a pas vu. Là, par exemple, depuis la semaine passée, nous avons commencé à faire une campagne dans les établissements que des classes de 3e terminale. Nous faisons des formations avec eux pour les préparer psychologiquement à affronter les examens. Mais la plupart des élèves vous disent, monsieur, quand on réfléchit au fait qu'il faut retenir au premier semestre, aller bosser tout ce qu'on a vu là, jusqu'à la fin du 2e semestre, parce que le truc, c'est qu'ils ont oublié déjà le premier semestre. Ça, c'est une certitude. Ils ont oublié le début du 2e semestre. Donc, ils se rappellent que des 4 dernières leçons. Mais pourquoi cette carence et cette sélection, on va dire, de mémorisation de ces élèves-là à l'approche des examens? Comment on peut expliquer le phénomène? Oui, déjà, il y a un problème hein, dans les écoles. Aujourd'hui, les enfants ont un gros défi de concentration. Alors, si on n'est pas concentré, on ne peut pas mémoriser. Parce qu'on est d'abord attentif, ensuite vient la concentration, et c'est après la concentration que vient la mémorisation. Comment on explique ces trois phases-là? D'accord, très bien. Alors là, nous sommes en train de faire une émission. L'attention est définie comme la capacité de fixer son regard ou d'écouter quelque chose de façon volontaire. Donc, moi, je veux écouter ce que tu es en train de me dire. Je te regarde d'abord. Donc, je porte mon attention volontairement sur toi. Au fur et à mesure que je serai en train de te regarder, donc en train de regarder tes gestes, écouter en même temps, ensuite va venir la concentration. Maintenant, ce qui va arriver, comme je mémorise, donc je retiens ce que tu me dis et les gestes, ce qui va se passer, c'est qu'à 23h30, à 23h30 ou 23h45, pour certaines personnes, le cerveau, il fait un autre travail. C'est qu'il va déplacer les informations de la mémoire à court terme. Donc, c'est cette mémoire-là qu'on utilise en ce moment. Et à partir de 23h45, 24h, elle va transférer les informations sur ce qu'on appelle la mémoire à long terme. C'est le disque dur de la mémoire. C'est là-bas qu'est stocké les informations pour ne pas qu'on oublie. Mais le problème avec ça, c'est que dans le transfert d'informations, il est très rigoureux. Le transfert est très rigoureux. Donc, on va me demander qu'est-ce que Alice disait. Si, par exemple, je ne me rappelle pas mot pour mot tout ce qu'elle a dit, au moins les gestes me permettent de pouvoir ajouter à l'information que je vais retenir. Donc, les gestes vont me permettre de compléter l'information que tu es en train de me donner. Et c'est ce qui va faire qu'il suffit de me rappeler du geste de Alice, l'information vient. Mais si l'information est cassée et que je n'ai pas regardé, donc je n'ai pas regardé les gestes, etc., c'est difficile. Aujourd'hui, vous allez dans les écoles, les élèves se mettent à bavarder. Ils ne comprennent pas qu'il y a un impact sur eux. Donc, ils ont l'impression de comprendre le coup, mais déjà, même quand ils viennent à la maison, ils commencent à faire les révisions, ils se rendent compte qu'il y a des parties d'informations qu'ils n'ont pas, et du coup, ils ne peuvent pas mémoriser durablement. Et cette succession d'étapes qu'on vient d'expliquer là, on a un indicateur 23 heures, c'est vraiment tard la nuit, scellé à la situation, sinon à la réalité des révisions. C'est pas un peu incité au fameux décapi? Justement... Si c'est là-bas que se loge... Non, justement, c'est pour cette raison qu'on ne doit pas faire le décapi. J'explique. C'est-à-dire, de 4 h du matin... tout de suite s'asseoir à 23 h. Non, de 4 h du matin à 23h30, toutes les informations qu'on a sont emmagasinées sur ce qu'on va appeler le disque à court terme. D'accord. À partir de 23h45, 24h, le cerveau va faire un autre travail. Donc, c'est un peu comme il y a une maintenance de notre cerveau. Donc, là, en principe, on doit être en train de dormir. Et le cerveau, il va trier les informations, les stocker sur la mémoire à long terme, et puis il va vider la mémoire à court terme. C'est ce qui fait que le matin, quand tu te réveilles, et en tout cas quand tu as bien dormi, quand tu te réveilles, tu as l'impression que tu es capable d'apprendre beaucoup de choses. Donc justement, pour ne pas être stressé, il faut dormir.
Là, aujourd'hui, on comprend que nos chers petits frères sont en train de faire les décapis. Oui. Le problème, c'est que quand tu fais le décapi, tu dis à ton cerveau, ne transfère pas les informations. C'est justement pour ça aussi qu'ils oublient. Le matin, quand l'examen se présente. Voilà. Donc, le cerveau ne fait pas ce transfert-là. Donc, on a bloqué un processus du cerveau. Donc, les informations vont rester dans la mémoire à court terme. Mais le problème avec ça, c'est que le matin, tu as l'impression que tout ce que tu as bossé est là. Mais c'est un peu comme le téléphone qu'on a. On a une mémoire de stockage pour les numéros. Ton téléphone peut te dire que je prends, par exemple, 1000 numéros. Lorsque tu arrives à 1001, il te demande de supprimer certains numéros en bas pour que ceux du haut puissent rentrer. Oui. Donc, effectivement, le matin, quand tu commences à apprendre, les informations entrent dans la mémoire à court terme, elle se sature. La mémoire à court terme, elle sature. Donc, les nouvelles informations vont venir et les anciennes informations vont s'effacer. Et ce qui va faire que, bien entendu, on va oublier. Donc, ceux qui font des capis, ils savent que généralement, vers 14 heures, non seulement ils sont fatigués, mais ils ont tout oublié, tout ce qu'ils ont étudié la veille. Mais finalement, la capacité de stockage de toutes ces informations, avec la multitude de matières à assimiler, comment gérer pour pouvoir être performant? Alors, c'est le sens de notre caravane de formation en ce moment. Parce que ce qui arrive, c'est que là, en ce moment, nous sommes en retard sur les programmes, sur le programme de préparation. Beaucoup d'enfants trouvent que la meilleure stratégie, ça sera donc de faire le par cœur. Mais le problème avec ça, c'est que, par exemple, quand vous regardez philosophie, un seul coup peut vous prendre 7 pages. On va en histoire, on a bipolarisation. Le seul coup qui prend un trimestre, carrément. Donc ça, comment on fait le boileau avec? Donc la stratégie, c'est de décomposer les difficultés. Je vous prends un exemple pour les mathématiques. Beaucoup d'enfants, en ce moment, sont en train de faire des exercices de mathématiques. Mais si vous regardez, ils vont se retrouver à faire 4 heures sur un même exercice. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas maîtrisé les composants de l'exercice. Donc la propriété, ils ne connaissent pas. Ou même quand ils connaissent la propriété, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Quand on dit angle adjacent, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, la meilleure stratégie, c'est de décomposer les difficultés. Donc, par exemple, en mathématiques, je viens aujourd'hui bosser mathématiques. Je prends un chapitre. J'arrive sur mon chapitre, j'apprends aujourd'hui simplement la propriété et la formule. La propriété, c'est en français. Là encore, il y a un problème. Le gros problème aujourd'hui de nos élèves, c'est qu'ils ne comprennent pas français. Donc, l'interprétation devient... L'interprétation devient difficile. Donc, on n'arrive pas à voir en réalité la propriété en image. Donc, on parle d'angle, isocèle, tout ça, mais c'est comment l'angle isocèle. Donc, la première chose, c'est de bosser la propriété. Mais généralement, la propriété, c'est 2-3 phrases. La formule est la forme mathématique de la propriété. Mais pour bosser ça, Alice, on n'a pas besoin de 2 heures. On a besoin de juste 30 minutes. Donc, ça réduit le temps. Mais une fois que j'ai maîtrisé ma propriété et ma formule, je suis capable de faire tous les exercices. Parce que j'ai bien compris. Donc, en principe, si j'ai compris la propriété, je vais comprendre comment est formulée la formule. Si j'ai compris la formule, ça veut dire que j'ai compris la propriété. C'est lié. Une fois que j'ai compris ça, je viens ensuite faire tous les exercices. Français, c'est la même chose. Vous verrez un enfant qui dit il vient étudier français, mais français, c'est vague. Il y a grammaire, il y a vocabulaire, il y a méthodologie, il y a dissertation, il y a résumé. Aujourd'hui, je viens sur le résumé. J'apprends seulement le résumé aujourd'hui. Mais le résumé, encore, je le décompose. Quelles sont les étapes pour faire un résumé des tests? Donc, j'apprends d'abord la méthodologie et je prends des exercices, je fais seulement résumé, résumé, résumé. Ça peut paraître long, ce processus-là, mais il est efficace parce que le cerveau assimile les étapes et puisque le cerveau il est structuré, il permet bien entendu à l'enfant, à un certain moment, de pouvoir faire tous les exercices parce qu'il a compris comment est conçu les différentes propriétés et méthodes. Et justement, dans cette belle démarche d'apprentissage, comment établir une stratégie efficace de stratification d'apprentissage? On a beaucoup de matières. Des fois, il ne faut pas se le cacher, des fois on a même maximisé sur certaines matières en se disant que si la note est un peu plus élevée, même si l'autre note à côté est un peu plus basse, ça s'équilibre pour pouvoir passer l'autre. Parce que c'est ça le plus important, avancer. Et donc, comment établir une bonne stratégie pour stratifier sa révision? Magnifique, c'est une très belle question. Alors, il y a ce que nous, on appelle le plan d'action de révision. C'est un programme de travail. Aujourd'hui, est-ce que nos élèves ont un programme de travail? Et dans ce programme de travail-là, il y a des principes à respecter parce que, tu sais, c'est pas facile de s'asseoir, étudier 4 heures, 5 heures, 6 heures en même temps. C'est pas facile. Du coup, on a besoin de motivation pour apprendre. Mais comme apprendre est déjà difficile,
il faut trouver toujours cette énergie-là qui revient nous mettre à niveau. Raison pour laquelle, dans la stratégie du plan de travail, on demande aux élèves, par exemple, de s'attaquer à toutes les matières qui sont intéressantes, qui les inspirent. Et pour illustrer, on peut prendre le cas d'une voiture. La voiture, quand elle démarre, elle n'est pas en vitesse. On passe d'abord la première vitesse. La voiture va lentement, jusqu'à ce qu'on arrive à la troisième vitesse et elle commence à filer. Mais quand elle démarre en première et qu'il y a un trou, la voiture est obligée de négocier avec le trou pour passer. N'est-ce pas? Mais si elle est en quatrième vitesse, en cinquième vitesse, elle est en plein, souvent on rase le trou. Le trou, ce sont les matières. La voiture, c'est le cerveau. Alors, cela veut dire que le cerveau a besoin d'un élan pour attaquer ce qui est difficile, qui est le trou. Donc, du coup, on demande aux enfants de commencer par les matières qui les inspirent. Généralement, quand on fait quelque chose qui nous inspire, on est passionné, on est heureux. Souvent, si c'est mathématiques ou français, quand tu finis, tu encadres le résultat, tu dis hey, non, pourquoi je suis fort comme ça? En fait, ça te motive. Donc, on demande aux enfants de commencer par ce genre de matières-là pour donner l'inspiration au cerveau. Une fois qu'on a attaqué une matière dans laquelle on comprend mieux, on va attaquer maintenant une matière difficile. Qu'est-ce qui va se passer? La motivation qu'on a eue dans l'autre matière va nous permettre de pouvoir venir travailler la matière difficile. En ce moment, on a la motivation, donc on comprend plus facilement les choses. Mais si on reste sur cette matière-là, arrivé à un certain moment, la motivation va descendre. Comment répondre? On va réattaquer encore avec une matière dans laquelle on a moins de difficultés. Donc, matière où je suis bon, matière je suis pas bon, matière je suis bon, matière je suis pas bon, et terminer toujours le programme par la lecture. Donc, on dresse comme ça le programme, et comme je l'ai dit, dans chaque matière, on a écrit mathématiques, mais mathématiques, on va décomposer. Aujourd'hui, il fait mathématiques, il fait propriété, formule seulement. Demain, je viens, il fait exercice de ce que j'ai appris. Aujourd'hui, il fait français, mais il fait grammaire. J'apprends un point de grammaire. Je fais anglais, aujourd'hui, il fait propriété, c'est précis. Donc, ça fait qu'on n'a pas beaucoup de choses en même temps à étudier, mais on est efficace dans notre révision. Et cela est valable pour tout type de profil d'élèves, parce que ici, en votre compagnie, on a pu déceler les différentes personnalités des élèves. C'est la même chose pour tout le monde. Bien sûr. Tout le monde utilise la même méthode. Tout le monde utilise la même méthode, parce que la grosse difficulté aujourd'hui qu'on a, c'est comment on arrive à assimiler ce flot d'informations-là. Or, quand il est décomposé, ça nous permet bien entendu de prendre des petits bouts et de comprendre. D'ailleurs, quand je comprends aujourd'hui une propriété et une formule, je suis motivé et dis, ah, c'est qui mathématiques, elle peut comprendre. Ouais, donc c'est adapté vraiment à tous les profils. Et comment ranger tout ceci dans le temps? Parce que, bon, nos petits frères diront, ah, ben pourquoi c'est maintenant? Ils nous partagent ces informations quand l'examen, c'est déjà dans quelques semaines. Comment imbriquer tout ceci, ranger dans le temps pour pouvoir quand même rattraper si on a un retard ou si on est dans la bonne voie? D'abord, il faut faire son programme. Il faut faire son programme. Maintenant, vu le temps qui nous reste, on va évaluer comment est-ce qu'on accélère. J'ai dit tout à l'heure que dans le programme, je vais mettre, par exemple, mathématiques, propriétés et formules aujourd'hui. Et demain, faire l'exercice. Mais si le temps n'est pas long, je vais peut-être faire propriété, formule aujourd'hui, matin, et le soir, revenir sur les exercices. Donc, tout va dépendre du temps qui nous reste et tout va dépendre du niveau de difficulté qu'on aura rencontré dans chaque matière. Et à partir de là, à ce niveau, c'est vrai que là, on donne un planning bien précis, efficace à appliquer pour avoir des résultats. Mais on a quelques petites autres astuces aussi qu'on peut partager pour rester serein et ne pas avoir trop peur. Déjà, ça se dit qu'on n'est pas parti pour échouer. Parce que ça aussi, c'est une réalité. Beaucoup aujourd'hui sont là quand tu demandes qui est le mindset. Donc, on se dit non, ça, il a déjà échoué. Il faut comprendre que quand on a peur, la peur suscite le stress. Le stress commence à effacer les informations. Et ça, c'est capital. Généralement, quand on fait les formations avec eux, quand on leur pose la question que je t'ai posée au début, ils disent « Ah, monsieur, ça, c'est vrai. Hein. Non, mais pourquoi on a oublié ?» Il dit « On a oublié parce qu'on a été stressé et que le stress l'est monté. Ouais, donc, déjà, en période d'examen, il faut éviter les appels de dire « On a eu le pétrole. » Il faut éviter ça. Parce que si le pétrole tombe et que malheureusement, pour moi, je n'ai pas bossé le chapitre, c'est parti pour monter le stress. Même par exemple, comment gérer le stress un jour même avant l'examen. Aussi, oui. Ce qui arrive, c'est que beaucoup d'élèves ne savent même pas leur centre. Ils restent ce jeu à la maison. Et puis c'est le matin, on va aller chercher le centre. On va aller chercher la salle. Ça augmente naturellement le stress. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, quand tu vas dans un endroit que tu ne connais pas, bien sûr. Tu es paniqué, tu te demandes, est-ce que c'est la bonne chose que je suis en train de faire? Et tu es obligé de demander, mais et tu as l'impression que tu es en retard, surtout quand, effectivement, tu es en retard. Oui.
Vous voyez, donc la meilleure chose à faire, les parents doivent accompagner les enfants la veille. Aller savoir, connaître le lieu de là où l'enfant va composer. On va se rassurer qu'on a tous les documents. Convocation, stylo, crayon à papier, gomme, en 100 décimètres, dans un trousseau fermé. On est sûr qu'on a ça. Donc la veille, on va aller, on va savoir aussi notre salle. Le jour de l'examen, vous savez, l'examen se joue pendant les premières 15 minutes. Et là, c'est une méthode inédite parce que ça fait 5 ans que je partage avec les écoles que je suis. Ça donne un résultat exceptionnel. Quand vous donnez votre feuille de l'examen, généralement, quand vous prenez la feuille, supposons que ça, c'est ma feuille, je prends la feuille et je commence à lire. La première question, si elle est facile, c'est intéressant pour moi. Si je lis la deuxième question et qu'elle est difficile, généralement, on dit « faites ce que vous savez faire ». Mais c'est faux. Si tu lis la troisième question, elle est facile parce que la question 2 est difficile, c'est pas sûr que tu puisses te concentrer sur la question 2, la question 3 qui est facile. Quand tu vas finir de lire et que tu vas revenir sur la question 1, l'exercice 1 qui est facile, sérieusement, tu as tout oublié. Donc, quelle est la méthode? Dès que vous recevez votre feuille, vous retenez la feuille, vous ne lisez pas. Vous prenez votre feuille de brouillon. Dans chaque matière, il y a des choses qui sont difficiles à retenir ou qu'on pourrait oublier ça le plus vite possible lorsqu'on est sous pression. Ces choses-là, prenez votre brouillon, crayon à papier, vous écrivez sur votre brouillon. Première chose. Ensuite, quand vous finissez, vous prenez votre feuille de copie, vous lisez l'exercice 1. Dans tous les cas, on a toujours un brin d'information sur un exercice, toujours. Souvent, on veut se rassurer, c'est ça ou c'est pas ça. Dans le cas des examens, on ne se rassure pas de ça. L'information qui me vient, j'écris ça dans la mage, dans l'exercice 1. L'exercice 2, je lis tout ce qui me vient à l'esprit. C'est un exemple, c'est une méthode, c'est une formule, j'écris. Si on suit cette étape-là, on va se rassurer que dès qu'on va arriver à la fin de l'exercice, quand on prend notre brouillon, on prend notre fil d'exercice, en réalité, dans la moitié de notre cahier. Très bien. Donc, on revient maintenant sur l'exercice 1. Les informations qu'on a écrites dans la mage, plus ce qu'il y a sur le brouillon, quand on regarde, forcément, on va trouver des outils là-dedans pour pouvoir traiter nos exercices. Merci infiniment, Monsieur Fréjus Zamblé, coach en éducation et en plusieurs autres domaines pour ces bons petits secrets, ces topos-là, pour aider nos petits frères à pouvoir amorcer cette période d'examen avec sérénité. C'est sûr que le taux de réussite doit augmenter. Nous, on a fait notre part. Merci. Bonjour docteur. Bonjour Alix. Finalement, docteur Love aujourd'hui? Oui, love et toujours love. C'est super. On parle donc de ce sujet assez intéressant et qui traverse la vie, les générations et les sociétés. L'infidélité, sinon la fidélité. Comment peut-on définir la fidélité d'abord dans le couple? Waouh, un sujet qui est très intéressant parce que ça concerne tout le monde en fait. Oui, ça bouscule. Hein. Comment définir, vous avez dit la fidélité? La fidélité. La fidélité, oui, c'est le respect strict des engagements pris pendant le moment où on se met ensemble. On prend beaucoup d'engagements, notamment l'engagement d'un amour exclusif, l'engagement d'être fidèle sexuellement, l'engagement d'être là aux soins de l'autre, l'engagement de pouvoir aux besoins de l'autre et tout ça. Donc, c'est quand il y a respect de cet engagement-là qu'on parle de fidélité. Donc, quand il y a rupture de l'engagement, on parle d'infidélité. Il faut bien préciser que l'infidélité ne concerne pas seulement que les aspects sexuels. Parce qu'on a très souvent tendance à penser que c'est quand l'homme a plusieurs relations en dehors de la relation dans laquelle il s'est engagé officiellement qu'on parle d'infidélité. Ce n'est pas vrai. L'infidélité, c'est une rupture d'engagement, des engagements pris devant les autorités cultuelles, devant les autorités civiles et administratives, devant la famille. C'est la rupture de ces engagements-là qu'on appelle ici l'infidélité. Et c'est exclusivement dans ce cadre-là parce que les couples dits d'études prolongées vont finalement se demander, nous sommes laissés pour compte. C'est vrai qu'on n'a pas peut-être un statut juridique formel, mais on mène une vie commune ensemble depuis plusieurs années. Cela donne finalement l'autorisation à une des parties de pouvoir s'adonner à une rupture de contrat inopinée? Je crois qu'il faut qu'on circonscrive les choses. Hein, oui. Parce que c'est vrai, il y a l'union civile aujourd'hui qui fait que c'est inscrit, c'est
inscrit dans un cadre formel qui est bien encadré par les lois. Et donc, tout ce qui est en dehors de la loi, normalement, ne prospère pas quand on parle de mariage. Donc, par exemple, les unions libres, les concubinages notoires, etc., ne font pas partie normalement des mariages. Mais il faut dire que ce sont les formes de mariage que tolèrent nos cultures africaines ici, nos cultures ivoiriennes notamment. Donc, comme c'est toléré, ça veut dire que devant les gens, devant ces cultures-là, il y a des lois culturelles aussi. Donc, il y a des engagements qu'on prend au moment où on s'engage avec une personne à ces niveaux-là. Et donc, on est tenu de respecter ces engagements-là quand on est dans un cadre précis. Donc, dès lors qu'on sort du cadre de l'engagement, on n'est plus dans le respect des normes. Et donc là, on tombe sous le coup de la marginalité. Voilà. Et donc, je me dis que ça ne devrait pas justifier... c'est pas parce que je ne suis pas marié légalement avec une femme, par exemple, que je suis en concubinage, que je devrais être dans des relations volages, où je suis à gauche, à droite. Non, non, ça ne devrait pas être. Parce que même si je suis marié derrière la loi, devant mes parents, devant ma culture, en général, je m'engage à certaines choses. Il faut que je respecte ces choses-là. Et ne serait-ce que devant même la personne avec qui on partage cette vie. Voilà qui est clair, hein, l'analyse et le traitement de cette problématique touche tous les profils de couple. On va en venir maintenant au schéma de l'infidélité, parce que qui dit fidélité parle de respect. Mais quand ce respect-là n'est pas vécu, n'est pas constaté, c'est qu'il y a infidélité. Mais il prend quelle forme? Quel est le schéma? Il faut dire qu'il y a un cheminement bien précis que suit en général l'infidélité, ou alors la personne qui est infidèle. Déjà, ça commence par la naissance d'une sorte de monotonie dans la relation. On est dans une sorte de monotonie, c'est la routine, c'est les habitudes qui sont répétées, alors que dès lors qu'il y a phénomène d'habituation, il y a phénomène de lassitude. On se lasse très vite de là où il y a la monotonie. C'est pour ça qu'il faut toujours veiller à ce qu'il n'y ait pas de monotonie. Donc, ça commence toujours par la monotonie. Et dès lors que la monotonie s'installe, souvent, on commence à faire attention autour de nous. Il y a une personne qui apparaît dans le réseau et on commence à faire attention à cette personne-là. On se parle, on discute et on se rend compte que la compagnie de cette personne-là nous est agréable. Ça, c'est la deuxième étape. Donc, quand la compagnie de la personne commence à être agréable, on passe à une phase au-dessus. Et là, en ce moment-là, on commence à entretenir un certain type de relation avec la personne qui peut commencer par des coups de fil, par des rendez-vous dans des restaurants, dans des hôtels, sur une plage, etc. Et donc, quand on arrive à ces niveaux-là, évidemment, il y a des signes qui commencent à le montrer. Parce que, comme on était déjà dans une certaine routine avec notre partenaire officiel, cette routine-là, on commence à observer qu'il y a des fissures à l'intérieur. Et donc, ces fissures commencent déjà à faire jaser. L'autre, il commence à se plaindre, il commence à constater que vous n'êtes plus la même personne, vous n'avez plus les mêmes attitudes, les mêmes habitudes. Celui qui est dans l'infidélité, en général, il ne se rend pas compte qu'il est en train de changer. Mais son changement s'observe toujours par tous ceux qui sont autour de lui parce qu'il y a une rupture des habitudes. Et donc, quand on quitte cette phase-là, et les plaintes devenant récurrentes, ça commence à distendre la relation. Ça commence à montrer à l'autre qu'il y a une sorte d'agacement. Non, mais on m'agace avec les questions et tout ça, je ne supporte pas. On commence à mentir. Et souvent, vous savez, le cerveau humain, il n'a pas été conçu pour mentir. Donc, quand on ment, celui qui est observateur, il voit tout de suite qu'il y a des choses qui clochent, en fait. Et donc là, les disputes commencent à s'envenimer. Et plus ça s'envenime, plus le gap qui sépare les deux, ça grandit. Et ils s'éloignent l'un de l'autre. En général, on a des recours externes. En général, aussi, on s'installe dans les reproches en pensant que nos reproches vont amener l'autre à changer, alors qu'il ne va pas changer. Et puis, on prend plaisir à retrouver hors du couple ce qu'on n'arrive plus à retrouver à l'intérieur, c'est-à-dire la paix, ou bien alors l'harmonie, ou alors l'attention, l'affection qu'on recherchait dans le couple. Et là, ça nous rapproche davantage de la personne qui est dehors. Et donc, on s'installe maintenant peut-être dans des relations fusionnelles, où il y a du sexe, où il y a des partages de beaucoup de choses et tout. Donc, là, on est maintenant enraciné dans une autre relation qui est en dehors de la relation qu'on vit officiellement. Et là, ça devient véritablement... Ça peut devenir problématique si l'autre y sait. S'il ne sait pas, bon, ben,
la personne prend plaisir à continuer la relation. Et là, souvent, elle s'enlise elle-même dans des choses qui ne doivent pas être. Et puis, elle ne se rend pas compte qu'elle est en train de détruire. C'est qu'elle a pris peut-être du temps, de l'énergie à bâtir. Et donc là, les choses commencent à se gâter, véritablement. Et là, on parle, et après, on peut arriver à des palabres qui n'arrivent plus à trouver de solution. Et donc, on assiste à la rupture. Et cela emmène à beaucoup plus de conséquences. On va y revenir dans quelques instants. Le temps pour nous de balader à notre micro. En tout cas, c'est Pascaline Kwame de notre équipe qui l'a fait pour demander aux Ivoiriens leurs différents secrets pour rester fidèles dans le couple. Bon, pour rester fidèle à ma femme, ce que j'utilise comme astuce, c'est que moi d'abord, je lis beaucoup les Saintes Écritures et je sais que la fidélité est source de bénédiction. Et je ne veux pas trahir ma femme. C'est pour cela que chaque fois quand j'arrive à la maison, j'essaie de la taquiner et j'essaie de lui apporter des petits cadeaux qui vous plaisent. Et en cela, nous restons ensemble. Et même si je suis fâché, le jour qu'on est fâché l'un contre l'autre, on fait un effort et puis après, on se taquine, on rigole et ça passe. Moi, c'est l'amour. Quand tu aimes, tu n'as même pas le courage d'aller tromper. Ça ne te donne même pas le courage même. Moi, je trouve que c'est volontaire. Et puis, c'est le cœur, le tromper pour aller avec un autre homme. Il faut avoir une conscience qui n'est pas vraiment digne de toi. Parce que moi, principalement, pour une femme, quand tu es avec un homme, il faut rester toujours fidèle, quel que soit son caractère. Cela ne va pas te donner le zèle d'aller le tromper avec un autre homme. J'aime ma femme de tout mon cœur et chaque jour, c'est comme une reconquête. Je ne considère pas déjà le fait qu'elle soit ma femme comme un acquis. Chaque jour, c'est comment chercher à faire pour lui plaire davantage. Et c'est vice-versa. C'est ce qui fait qu'on ne se lasse pas de nous aimer. Chaque jour qui passe, notre amour se bonifie. C'est le secret. La femme est une fleur. Or, la fleur, pour ne pas qu'elle meure, il faut l'entretenir, il faut l'arroser. Donc, toutefois que tu prends le temps d'embellir ta femme avec des compliments, avec tout ce qu'il va avec, tout ce qu'il faut, je pense que ça va aussi donner à ta femme d'avoir confiance en toi. Voilà, donc pour moi, le secret pour rester fidèle à une femme, c'est de l'aimer davantage. Moi, mon secret pour rester fidèle à mon mari, c'est la complicité au fait. On est complices. Et voilà, nous ne sommes pas le 14 février, mais bien le 2 juin 2021. On a vu en tout cas quelques petites astuces et autres déclarations pour rester fidèle. Votre commentaire, décryptage de ce petit échantillonnage? Les gens ont dit beaucoup de choses intéressantes, mais qui restent pour moi très très vagues. Pourquoi? On dit non, il faut que j'aime ma femme, mais on l'aime comment? On dit non, il faut que j'entretienne la fleur qu'est ma femme, mais il n'y a pas que la femme à entretenir, il y a l'homme aussi à entretenir. Oui. Mais on entretient comment? Donc tout le problème des gens en général, ce n'est pas la confession des vœux pieux, non, ce qui leur manque, c'est le comment. Et c'est de ce comment-là qu'on va parler maintenant. Passons donc à l'action. Comment donc pouvoir maintenir cette bonne ambiance et cet entretien de l'amour pour pouvoir avoir des résultats? La première chose, il faut déjà comprendre que là où il y a de l'ombre, il y a toujours de la suspicion. Donc, pour ne pas qu'il y ait de suspicion qui va entraîner d'autres choses, qui va éloigner les gens, la première chose que le couple doit faire, je ne parle pas de l'homme ou de la femme, je parle des deux à la fois. Le couple, la première chose que les deux doivent faire, c'est d'abord d'apprendre à ne pas se mentir sur des petites choses, sur des grandes choses. Éviter de se mentir. Être dans la transparence totale. Plus on est transparent, moins on est enclin à être questionné sur les choses. Je dis d'avance. Il faut qu'on s'inscrive dans l'anticipation. C'est-à-dire qu'en général, il y a des gens qui aiment bien se justifier. Ils n'expliquent pas au départ les choses, ils font les choses, ils posent les actes, et c'est après ils se justifient. Ça devient souvent problématique. Oui. Pour ne pas que ça ait lieu, il faut toujours anticiper. S'inscrire
dans l'explication plutôt que dans la justification. À ce niveau-là, la forme de communication, elle prend quelle tournure quand on est en couple? Parce que quand quelqu'un aussi, il est acculé de questions, il se sent un peu agressé, il peut être réfractaire. Donc, quelle est la forme de communication pour pouvoir tout partager? Anticipation, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que je ne veux pas attendre d'être dans une situation où je serai acculé des questions. Non, faut que j'évite ça. Ah chérie, je m'en vais sur le plateau de la RTI, l'émission va durer 20 minutes, après ça, je serai à mon bureau. J'ai dit ça à ma femme, elle ne m'a rien demandé, je lui dis. Quand je suis au bureau, je vais rester là jusqu'à midi. S'il y a un changement, je peux informer ma femme. Je l'appelle. Allô chérie, bon, je sors là, je vais faire une course, je reviens. On va trouver que c'est rébarbatif, mais c'est utile. Il faut se parler. Il faut se parler, se dire les petites choses, les petits riens. C'est ce qui entretient le couple. Donc, je peux appeler ma femme 20 fois dans la journée pour lui donner mon programme. Quand je lui donne mon programme, quand j'anticipe, pourquoi elle va me poser des questions sur des choses? C'est transparent. Non, j'avais prévu aller faire une course au plateau, ça allait me prendre 1 heure. Malheureusement, je suis resté 2 heures. Au moment où je sais que je vais rester 2 heures, je l'appelle. Allô, chérie, je suis là au plateau, je devais rester 1 heure, mais là, ça me prend finalement 2 heures. Imaginez que quelqu'un me voit au plateau, alors que tout le monde sait que je travaille à Cocody. On me voit entre midi et 2, alors que je n'avais pas informé ma femme. Et au plateau, dans un bureau, et sa copine, par exemple, lui dit « Ah, j'ai vu ton mari, il était... » Mais c'est là qu'elle va me demander « Tu faisais quoi au plateau alors que tu es censé être au bureau ?» Imaginez qu'elle ne me pose pas la question directement. Elle me dit, par exemple, décris-moi ta journée. Je lui dis non, j'ai passé tout le temps au bureau. Avec des omissions de détails. Voilà, des détails. J'ai passé toute la journée au bureau. Ça, c'est ce que je lui dis. Et je ne suis pas en train de mentir parce que je me dis, oh, c'est juste un petit truc, c'est pas important. Détour, hein. Voilà. Alors qu'on lui a dit qu'on m'aurait vu au plateau entre midi et 2. Ça pose problème. C'est là qu'elle va me questionner. Mais tu m'as dit que tu as passé la journée au bureau. Comment ça se passe que moi, on m'a dit qu'on t'a vu au plateau? C'est là que je vais dire, oh non, je commence à me justifier. Et là, si mes arguments ne sont pas assez solides, la suspicion s'installe. Et là où il y a la suspicion, il n'y a plus de confiance. Et là où il n'y a plus de confiance, il n'y a plus d'entretien de l'amour. Donc, il faut être transparent, s'inscrire dans l'anticipation plutôt que dans la justification. Il faut expliquer les choses avant qu'elles ne naissent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut maintenir un cadre de couple fermé aux influences externes. Très souvent, on pense que la solution à nos problèmes, c'est-à-dire il y a un petit couac dans le couple, on se dit il faut que j'aille solliciter les témoins de mariage, les parents, j'aille prendre les avis des amis, etc. Mais on prend tous ces avis qui sont externes. La personne qui est concernée, on ne lui parle pas du problème. Là, ça devient problématique. Ce que je reproche à mon partenaire ou à ma partenaire, c'est avec lui que je dois trouver la solution. Les avis externes, ce n'est pas important. Parce que ces avis-là ne sont pas sa situation. Quand je vais aller expliquer mes problèmes de couple, par exemple, à mon témoin de mariage, la seule chose qu'il peut faire, premièrement, c'est de me donner des conseils. Alors que le conseil, il n'est plus utile quand il y a le problème. Le conseil, c'est comme un vaccin. Son rôle, c'est de prévenir. Mais quand le problème est là, on n'a plus besoin de vaccin. Donc, le conseil, il est inutile. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le témoin de mariage, ma mère ou mon père ou mon ami, de bonne foi, ce qu'il peut me dire, c'est son expérience de la situation. Alors que son expérience naît dans un contexte, s'épanouit dans un contexte, évolue dans un contexte qui n'est pas mon contexte. La femme de mon témoin de mariage, avec qui il a eu cette expérience-là, n'est pas ma femme. La situation dans laquelle il vit n'est pas ma situation. Mon contexte n'est pas son contexte. On n'a rien de commun. Normalement, je devrais pouvoir peut-être m'appuyer sur des choses que lui a vécues, des principes normalement pour m'aider. C'est ce qui devrait être. Mais ce qui est plus efficace, c'est que j'ai le principe de la personne qui est concernée. Or, ce qu'on fait dans le couple, on ne se parle plus, on se boude et on va rechercher de l'aide à l'extérieur. Mais l'aide externe ne peut pas résoudre un problème, ne peut pas résoudre efficacement un problème interne. On doit pouvoir s'asseoir et se parler. Finalement, docteur, cela relève peut-être le cas même de la formation du couple en amont. Parce que s'il n'y a pas de complicité, de bonne communication, on avance comme ça, les années passent et puis bon, on s'enlise là-dedans. Donc, de facto, on est en couple et puis ça fait joli. Pourtant, on n'a pas de fondamentaux et de fondements même qui sous-tendent la marche commune.
Vous avez tout dit. Et c'est le problème des gens. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas que tout voyage se prépare. On ne peut pas entreprendre un voyage sans le préparer. Si vous entreprenez un voyage, si je me lève habillé comme je le suis pour aller en Russie, c'est sûr que je ne vais même pas traverser l'aéroport parce que je ne suis pas convenablement habillé pour la Russie. On se prépare pour entrer dans un mariage. Et quand on parle de préparation, il ne s'agit pas forcément de donner des versets bibliques ou des versets de l'islam ou bien des versets d'une religion quelconque. C'est important. Ce n'est qu'un pan. Il faut expliquer les choses aux gens. Expliquer aux gens qu'on ne se marie pas, on ne se met pas en couple avec n'importe qui. On ne cherche pas, par exemple, à rentrer dans un mariage avec toutes les demi-vérités, les faussetés, les contre-vérités qu'on entend dans la société. Parce que la situation de couple n'est pas forcément conforme à ces choses-là. On ne doit pas rechercher quelqu'un avec qui on est complémentaire. On doit chercher quelqu'un avec qui on est en osmose. Je veux dire, quelqu'un avec qui on est compatible. Oui. Compatible. Ok, la compatibilité, c'est très important parce que de plus en plus, hein, ce n'est pas ce critère-là qui intervient en premier lieu. Non. Généralement, bon, on voit une jolie femme ou un monsieur élégant avec quelques manières, mais ces manières-là ne sont pas gages de stabilité de couple parce qu'après, derrière, il y a d'autres comportements de l'un comme de l'autre. Donc, comment créer la compatibilité? Sinon, comment avoir des signaux pour cocher les cases de la compatibilité? Créer des moments d'intimité. Développer ces moments d'intimité. Je ne parle pas d'intimité sexuelle, parce que pour les gens, la plupart du temps, quand on parle d'intimité... Oui, c'est la solution facile. Voilà, on rentre dans le sexe, alors que le sexe n'est qu'un petit appendice de gros ensembles. C'est la cerise sur le gâteau, normalement, ça devrait être ça. Voilà. Donc, développer des moments d'intimité de vie. Quand je parle d'intimité de vie, je parle de ces moments où on est complice, de ces moments où on partage des choses qui n'ont pas beaucoup d'importance, de ces moments où on prend l'autre par la main, on se décrit la journée, de ces moments où on va à la plage, on parle ensemble de l'avenir, on a des projets qu'on monte ensemble, on a des rêves ensemble, on a des fantasmes ensemble. Je parle de ces moments-là. Je ne parle pas de ces moments où on a forcément besoin de beaucoup d'argent. Je parle de ces moments-là où on peut se lever, dire à sa femme, allons au café, boire un petit café d'Aboki, ça nous coûte juste 500 francs. Et pendant qu'on est assis chez l'Aboki, on fait le point de notre situation de vie. Je parle de ce moment-là où on se dit, ma chérie, viens, on va aller faire du sport. Et pendant que vous êtes en train de marcher, vous parlez de la famille. Ah non, où est-ce qu'on va inscrire les enfants l'année prochaine? Comment on va faire avec les enfants? C'est de ces moments-là que je parle. Ça ne coûte rien. Ça coûte juste de l'engagement. Ça coûte juste de la volonté. Ça coûte juste de l'envie de le faire. Ça coûte juste de l'imagination. Pas d'argent, pas de biens matériels. Ces choses-là, plus on les multiplie, moins on crée les conditions de tension et de conflit. Plus on multiplie ces moments-là. Et c'est cela la base même de la communication. Nous, on croit que la communication, c'est régler les conflits. Ou bavader beaucoup. Ou parler beaucoup. Au lieu de... Non, ce qui est mieux, ce n'est pas de régler les problèmes, c'est d'éviter même que les problèmes naissent. Alors que plus on est complice avec quelqu'un, moins il y a des situations qui peuvent être enclines à des dégâts. Et donc, en ce moment-là, c'est très intéressant. Donc, développer une intimité de vie, c'est le troisième pilier pour rester fidèle. Si je suis dans le cercle de mon mari à tout moment, si nos problèmes, on les partage ensemble tous les jours, quelle raison est-ce qu'on a d'aller voir ailleurs? Quel temps même on a d'aller voir ailleurs? Même si on n'est pas côte à côte, je veux dire pour les gens qui ont des partenaires qui sont à des distances grandes, j'ai un partenaire par exemple qui peut être à l'étranger, moi ici, etc. Il faut maintenir cette intimité de vie par le contact téléphonique. Et autant qu'on peut, il faut qu'on effectue le voyage pour se voir, pour avoir des moments ensemble. Pas forcément le sexe, non. Voilà, c'est vraiment cette intimité-là. Et je pense que c'est l'un des piliers essentiels du maintien de la cohésion, du maintien de l'harmonie dans le couple. Vraiment. En tout cas, docteur, on a passé en revue plusieurs points qui pourraient emmener les couples à rester fidèles. Ce qui ressort le plus, c'est finalement la genèse même de la formation. Une volonté farouche et un engagement fort sur le long terme. Parce que ce qui crée peut-être le déséquilibre, c'est que finalement, on ne sait pas pourquoi on s'est mis ensemble. Non, les gens n'ont pas de projet commun. Non seulement ils n'ont pas de projet, d'abord, avant de rentrer dans le couple, parce qu'il s'est dit, je veux me marier. Mais le mariage en lui-même, ce n'est pas un projet. Le mariage, ce n'est pas une destination. C'est un voyage. Le mariage, c'est un voyage, ce n'est pas une destination.
Donc, normalement, on ne devrait même pas prier pour un mariage. Parce que si les choses sont bien mises en état, naturellement, on va aller à cela. On devrait arriver à cela. Donc, on ne se prépare pas et on rentre avec beaucoup de faux clichés. On se dit, la personne là, ce qui est important à connaître, c'est son goût culinaire, ses goûts vestimentaires. Ça, ce n'est rien du tout. Et pourtant, il y a des bigarrés qui sont heureux avec leur compagne. Ce n'est rien du tout les choses sur lesquelles nous on focalise. C'est qu'il faut chercher à connaître chez la personne. Quel est son tempérament? Quelle est sa personnalité? Quelle est son éducation? Quel est son background? C'est avec ces choses-là qu'on doit vivre. Ce sont ces choses qu'on doit supporter. Quelle est son attitude, par exemple, quand on va se retrouver dans des moments d'intimité, par exemple, sexuelle? Il faut qu'on le sache. Parce que ça, c'est le 4e pilier dont j'allais parler. Maintenir une sexualité active. Une sexualité active et harmonieuse. C'est-à-dire active, docteur. Bon, expliquez un peu parce que bon, il y a certains qui vont se dire, vont prendre le mot. Le docteur a dit une sexualité active. Et nous voilà sur le 7 sur 7. non, le 7 sur 7, ça c'est pour les gens qui sont détraqués. Bon, pas forcément, mais je veux dire, ça on est dans l'exagération ici. Et puis il faut tenir compte de beaucoup de paramètres. C'est qu'il faut être dans les normes. Et les normes, il n'y a pas de normes universelles en la matière. Il y a des normes qui sont spécifiques aux partenaires, à ceux qui sont en présence l'un de l'autre. Il faut savoir que ceux qui sont en présence l'un de l'autre, ce ne sont pas des machines. Ce sont des êtres humains animés par des émotions. Et les émotions ont une influence grave sur la sexualité, notamment la sexualité de la femme. C'est vrai que ça influence également la sexualité de l'homme. Il faut savoir que dans ces moments d'intimité sexuelle, c'est vrai, je conseille d'entretenir ça parce que c'est vrai, c'est une belle cerise sur le gâteau ici du couple, mais il faut savoir que souvent, on peut souffrir de beaucoup de dysfonctionnements sexuels qui peuvent nous emmener à croire que l'autre partenaire ne veut pas s'offrir à nous, il se refuse à nous, etc. Alors que la personne qui est en face de nous est en train de souffrir. Il faut être à l'écoute de la personne. C'est très important. En tout cas, merci à vous, à tous nos coachs qui se sont succédés sur le plateau dans différents aspects de la vie sociétale et familiale pour nous donner toutes ces informations. Le couple, c'est deux et non pas un trouble. Bonne journée. Merci Alix.